politiquement incorrect ce dimanche. Nous parlerons de cette sortie du Conseil des affaires étrangères de l'Union européenne qui a préconisé cette semaine l'organisation d'un dialogue national inclusif avec la coordination des partenaires internationaux pour résoudre de manière spécifique les crises dans la région du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. C'est l'une des résolutions à retenir des assises mensuelles de ce Conseil des affaires étrangères de ce groupement économique. C'était en date du 14 octobre dernier. Question en une de cette émission ce matin, celle de savoir si cette sortie médiatique de l'Union européenne vise à saper les efforts lancé par le gouvernement de la République qui a initié le grand dialogue national qui s'est tenu du 30 septembre au 4 octobre dernier. Comment comprendre cette sortie et quel peut être son impact sur le climat socio-politique et sécuritaire au Cameroun? Le sujet est en débat en première dorsale de cette émission ce dimanche. En deuxième sujet ce dimanche, nous parlerons de cette sortie du professeur Maurice Kamto, le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, s'est exprimé sur les ondes de Radio France Internationale au sujet de la résistance qui devrait se poursuivre, dit-il, suivant quelques modalités. L'une des raisons qui semble appuyer cette posture du leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun est donc son interpellation, puis son incarcération dans les jours de la prison centrale de Yaoundé-Nkondengui, lui qui a bénéficié d'une mesure de largesse du chef de l'État Paul Biya et est donc en liberté depuis le 8 octobre dernier. Question ce soir sur cette sortie du professeur Maurice Kamto et quel peut être l'impact sur le climat politique au Cameroun. Nous questionnerons la responsabilité des leaders d'opinion dans notre pays, le Cameroun. Et en dernière thématique, nous parlerons de cette sortie de Guillaume Soro, c'est en Côte d'Ivoire. L'ancien Premier ministre, ancien chef rebelle, ancien président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, est sorti de sa réserve cette semaine, annonçant sa candidature pour les élections présidentielles prévues en Côte d'Ivoire en 2020. C'est le troisième sujet inscrit à l'ordre du jour ce dimanche. Les invités sont donc confortablement installés. Notre code de conduite reste inchangé. Ne rien dire pour plaire, tout dire pour construire. A tout de suite. Pour vous entretenir pendant cette émission ce dimanche, un panel trié sur le volet, des personnalités qui nous ont d'ailleurs déjà rejoints autour de ce plateau. Et on va débuter par Bertrand Tatinza, qui est donc un homme politique avisé. Il est un cadre du nouveau mouvement populaire. Bertrand, bon dimanche et merci de nous avoir rejoints. Bonjour et merci de m'avoir invité. Je suis très content d'être là, très content d'être accompagné de mes frères. Nous allons avoir un débat, très certainement, on ne sera pas d'accord sur tout, mais c'est notre pays. Je crois que nous sommes patriotes pareils. On a juste une façon différente de voir ce pays. Rapidement pour dire que nous avons enfin vu une autorité administrative se rendre dans le domicile de Madame Ayafor. Vous vous souvenez, cette dame qui a été sauvagement assassinée. Et nous prions les autorités administratives véritablement dans les jours qui viennent de nous donner l'information qu'on a attrapé ces assassins. Parce que tant qu'ils vont courir, aucune femme au Cameroun ne sera en sécurité. La façon la plus désastreuse et la plus lâche, la plus atroce qu'ils vont assassiner cette dame, c'est inacceptable. Eh bien, merci de m'avoir et bon débat pour vos téléspectateurs. Merci Bertrand de nous avoir rejoints ce dimanche. Juste à proximité de vous, on a donc Oumarou Amadou qui est là pour le compte du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Amadou, bon dimanche et merci de nous avoir rejoints. Merci, monsieur Yves. Bon dimanche à toi et bon dimanche à tous les Camerounais qui regardent tous les téléspectateurs de la télévision du monde. Salmon Béas. Bon dimanche aussi à mes co-journalistes. Très bien. Salmon Béas est avec nous également ce dimanche. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes là pour le compte du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Bon dimanche et merci d'être venu. Bon dimanche Yves, bon dimanche à mes co-panélistes, en l'occurrence M. Tatinda et M. Oumarou Adamo, qui sont ceux avec qui je vais échanger sur ce plateau. Reste attendu Serge Gauthier Onana, qui viendra pour le compte
du peuple uni pour la rénovation sociale et qui va certainement prendre le... On va débuter avec vous sur la première thématique inscrite à l'ordre du jour, tout en rappelant aux téléspectateurs de ce programme que cette émission ce dimanche, comme tous les dimanches, admettra l'interactivité. Vos réactions seront donc uniquement recueillies par SMS et par WhatsApp au 695 38 79 46, 695 38 79 46. Amadou, on va débuter cette phase d'échange avec vous. Comment avez-vous accueilli cette sortie du Conseil des affaires étrangères de l'Union européenne qui préconise l'organisation d'un dialogue national inclusif avec les partenaires au développement pour résoudre de manière spécifique la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun? Est-ce que c'est la provocation? Monsieur Yves, sur de l'ingérence dans les affaires intérieures de notre pays. Voyez-vous, notre pays a connu 4 grands dialogues dans son histoire. Il y avait eu février 1960 avec le comité constitutionnel. Il y a aussi en 1961 avec la conférence de Fumban. Il y a aussi en 91 avec la tripartite. Et en 2019 avec le grand dialogue national inclusif initié par le président de la République, chef de l'État, sous la coordination du Premier ministre, chef du gouvernement. C'était une rencontre entre le Camerounais national parce que c'est les Camerounais entre eux et au Cameroun. Ces rendez-vous historiques se sont déroulés dans de très bonnes conditions. Du 30 au 4 octobre, le président de la République, son Excellence, M. Paul Biya, chef de l'État, a pris des actes très forts avant même la fin du grand dialogue. Il a libéré presque 333 jeunes Ambaboy qui ont tué, qui ont semé de la terreur au sein de notre pays. Et aussi, les militants du MRC, avec leurs leaders et autres, ont été libérés. Et aussi, l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique ont salué le grand dialogue. Tous étaient même présents et ils ont remercié le gouvernement d'avoir organisé ce rendez-vous historique et avec des résolutions qui sont en cours d'être appliquées. Parce que les résolutions du grand dialogue s'appliqueront de façon procédurale et à court terme, à moyen terme et à long terme. Si l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique qui ont félicité la bonne tenue de ce grand dialogue avec des recommandations, des résolutions qui ont été adoptées dans un rapport qui a été consolidé, qui a été lu de manière solennelle et publique, qui a été transmis au président de la République, chef de l'État. Et quelques jours plus tard, l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique nous disent qu'on reprend le dialogue. Mais ça, c'est semer de la zizanie dans la tête des Camerounais. Pourquoi? Nous savons tous qu'il y a c'est une guerre des intérêts entre les nations. Et les États sont autonomes et indépendants. Notre Cameroun, c'est un pays indépendant. Notre Cameroun, c'est un pays souverain. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a reçu un mandat du peuple souverain lors des élections présidentielles du 7 octobre 2019. Salmo, au sein du MRC, comment est-ce qu'on a accueilli l'annonce faite par l'Union européenne, visiblement, l'on refasse un dialogue avec cette fois-ci des partenaires internationaux au sein de votre formation politique pour suivre pratiquement la philosophie du professeur Kamto, on a semblé se féliciter de cette prise de position de l'Union européenne. Effectivement, parce que c'est la position la plus rationnelle, c'est la position la plus objective, et c'est la seule position qui pourra de façon efficace et efficiente apporter une résolution certaine et définitive de la crise anglophone en particulier et de nombreuses crises que traverse le Cameroun depuis un certain temps. Je vais vous dire, Yves Sanjo, chez nous, MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, depuis sa création, c'est-à-dire en 2012, nous avions déjà identifié, au vu des événements passés, des crises lointaines, des événements rapprochés, des crises immédiates, qu'il y avait un problème anglophone. Nous avons demandé au gouvernement de Yaoundé, à travers plusieurs positions publiques, l'initiation
des pourparlers pour la résolution d'un problème anglophone parce que nous l'avions déjà clairement identifié. Je voudrais faire un tour après les années 2012, naissance du MRC, pour parler de 2018, année de l'élection présidentielle au Cameroun. Nous avons de par notre programme politique, alors bien même que la crise anglophone avait débuté déjà en 2016 et dont le gouvernement qui nous gère n'avait qu'appliqué des solutions superficielles qui n'allaient pas dans le sens de la résolution de la crise anglophone. Nous avons réitéré dans notre programme politique l'urgence qu'il y avait à mettre sur pied un dialogue inclusif. Pour avoir manifesté le 26 janvier, nous avons été conduits dans les cellules, dans les prisons. Le professeur Maurice Kanto, professeur émérite, président élu du MRC, a été embastillé avec les alliés et la coalition gagnante. Je voudrais qu'on reste au moins dans le cadre du débat, mon cher Salman. Je suis là spécifiquement sur la question de cette sortie de l'Union européenne. La position du parti qui est le vôtre est suffisamment claire. Vous avez applaudi. Effectivement, nous sommes d'accord parce que ça a toujours été ça notre position. Nous ne pouvons pas aller résoudre, n'est-ce pas, une crise comme celle-là avec les principaux acteurs hors jeu. Nous avons bien vu que ce qui s'est passé à Yaoundé, n'est-ce pas, du 4, je vais dire du 30 au 4, n'était qu'une espèce, n'est-ce pas, de monologue, comme nous l'avions bien qualifié, de monologues qui n'ont que permis à mettre sur pied des recommandations qui ne sont pas contraignantes et qui, jusqu'à présent, n'ont pas permis à ce que les assassinats, n'ont pas permis à ce que l'école, n'ont pas permis à ce que la vie en général reprenne dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est pour ça qu'évidemment, nous saluons l'initiative de l'Union européenne en particulier, mais aussi des États-Unis qui pensent qu'il y a urgence de mettre sur pied un dialogue inclusif et sincère avec tous les protagonistes de droit pour solder ce passif-là qui jusqu'à présent hante la mémoire des Camerounais. Bertrand Tassinza, sur cette sortie de l'Union européenne, vous avez le sentiment qu'on est dans la provocation là? Mais Monsieur Sanjo, nous l'avons très mal pris. Nous l'avons très mal pris au sein du NNP et même au sein de notre coalition, au sein de la majorité présidentielle. D'ailleurs, le ministre Sadi va répondre à ça. C'est inacceptable et intolérable. Je vais plus loin. Nous avons l'impression que Washington et l'Union européenne veulent dire quelque chose qui n'arrive pas à sortir de leur bouche. Il faut qu'ils soient courageux. On ne va plus accepter ça. Sans ça, nous allons amener Washington et l'Union européenne à véritablement vider leur sac. Souvenez-vous, avant même le grand dialogue, alors que les assassinats, c'est-à-dire que toutes ces crapules qui vont vendre ce crime qu'on va appeler Ambazonia aux enfants du Cameroun. Mais l'Union européenne était allée nuitamment à 2 h du matin avec 4 députés européens voter une résolution qui mettait l'armée du Cameroun au même titre que des criminels qui vont vendre ce que je veux appeler la mort à nos enfants. L'Union européenne parle par ce qu'on appelle le Conseil européen. C'est le Conseil européen qui est l'organe suprême de l'Union européenne. Après le Conseil européen, vous avez le Conseil de l'Union européenne. Après, vous avez ce qu'on appelle la Commission de l'Union européenne et vous avez le Parlement européen. Déjà, quand vous regardez l'Union européenne, c'est une organisation, c'est-à-dire c'est une organisation politique et économique totalement bancale. Économique, elle ne résout plus aucun problème. Vous avez vu dernièrement, pour nommer, comment je vais dire que des responsables à la tête de ces institutions européennes, c'était un problème. Parce que les textes sont désuets. Les peuples ne se reconnaissent plus dans cette Union européenne. En France, avant l'élection présidentielle, la dernière élection présidentielle, enfin l'avant-dernière élection présidentielle, les peuples européens, le peuple français a rejeté ce qu'on va appeler, comment je vais dire, la constitution de l'Union européenne. Le Brexit en Grande-Bretagne, vous avez des partis de plus en plus forts qui demandent véritablement qu'il faut remettre à place cette Union européenne. D'ailleurs, le président Macron vient de mettre son droit de veto parce que vous avez 2 autres pays, je crois la Macédoine et un autre pays qui veut intégrer. Cette organisation sur le plan politique qui est devenue à la limite, entre guillemets, un petit caniche de Washington, cette organisation sur le plan économique qui avait vendu un leurre aux populations en expliquant qu'il y aura beaucoup de croissance, n'arrive plus à respecter ses objectifs. Deuxième des choses, tout ce que l'Union européenne nous demande, c'est une mise sous tutelle. L'Union européenne demande à ce que le Cameroun soit mis sous tutelle le temps d'un dialogue en quelque sorte national pour que cette Union européenne, éventuellement Washington, vienne décider à la place des Camerounais. Il faut être un peu attentif.
Qui est caché derrière cette affaire qu'on appelle le Conseil des affaires des affaires? Eh bien, c'est ce qu'on appelle le grand patronat de l'Union européenne. Souvenez-vous, le Cameroun vient de avoir une révolution dans son terminal à conteneurs parce qu'on a chassé un grand acteur de la scène économique de l'Union européenne. Que fait l'Union européenne souvent dans ce genre de situation? L'Union européenne agite une certaine opposition, donne l'impression de soutenir une certaine opposition pour, nuitamment, envoyer ses ambassadeurs négocier avec le pouvoir en place, en expliquant que nous pouvons neutraliser un certain nombre de relais de cette histoire chez nous, mais à condition véritablement que vous nous donnez des positions économiques fortes. Donc, derrière cette histoire-ci, vous savez que le Cameroun vient de refaire ce qu'on va appeler sa carte minière. On a découvert au Cameroun tous les types de minerais que l'on peut trouver dans le monde, et en grande quantité. Je vous annonce ici, par exemple, que le Cameroun est grand producteur de pétrole à l'extrême nord. Nous avons de l'uranium, qui est devenu un minerai hautement stratégique. Le coltan, à partir de là, quand l'Union européenne a 0% de taux de croissance, il n'y a que l'Allemagne qui respire un peu, eh bien, elle a besoin par tous les moyens de s'imposer, de pouvoir instrumentaliser les crises, de pouvoir instrumentaliser même le sang à des fins relativement économiques. C'est inacceptable. Je discute avec Maître. Maître, c'est un grand juriste. Il le sait relativement. Tout le droit international est bâti uniquement sur ce qu'on va appeler la souveraineté des États. C'est à partir de la souveraineté des États qu'on va bâtir l'architecture juridique de ce qu'on appelle le droit international. Donc nous disons à Yaoundé d'être relativement ferme, de ces ambassadeurs-là d'arrêter ça. Vous savez qu'en ce moment, nous sommes à la 6e nuit, en fait, d'émeutes en Catalogne. Pourquoi? Parce que vous avez des Catalans. La Catalogne a été indépendante dans le temps, qui décide tout simplement, à partir d'un référendum où les populations se sont prononcées, de contester l'arrestation des gens, effectivement, qui veulent en faire une enclave autonome. Pourquoi l'Union européenne ne donne pas aux Catalans les conseils qu'ils veulent nous donner? Je vais plus loin en France. En France, le vivre ensemble n'existe plus. Vous avez des enfants français, sur la base d'idéologies djihadistes criminelles, qui assassinent d'autres enfants français. Ce qui est inacceptable. Alors, est-ce que la France ne mériterait pas avoir un grand dialogue avec les responsables de Daesh modérés et faire un grand dialogue national de la concorde civile, de façon qu'on puisse retrouver des responsables de Daesh modérés, des Français qui reviennent du djihadisme, des groupes politiques, des groupes sociaux. C'est 700 groupes sociaux au Cameroun qui ont participé au grand dialogue. C'est une insulte. Nous allons de moins en moins accepter cette ingérence. Nous allons de moins en moins le tolérer, M. Sanjo. Serge Gauthier Onanima, vous êtes là pour le contre du peuple uni pour la rénovation sociale. Merci de nous avoir rejoints ce dimanche. Nous parlions de cette réaction du Conseil des affaires étrangères de l'Union européenne qui intervient pratiquement, on va le dire, quelques jours après la réussite du grand dialogue national à Yaoundé. Autour de ce plateau, certains semblent unanimes pour dire qu'il s'agit à la fois de l'ingérence, mais il y a une volonté manifeste de nuire au Cameroun. Le PURS a pris part à ces travaux à travers votre premier secrétaire. Vous également, vous avez mal pris cette sortie de l'Union européenne? Surtout que dans la formulation des préoccupations de l'Union européenne, il y a la notion du dialogue inclusif. Cela veut dire qu'on aurait exclu certains acteurs de la scène politique nationale. Du coup, j'ai l'impression, et la malheureuse et désagréable impression que l'Union européenne doit être amnésique. Entre s'exclure soi-même du dialogue et être exclu du dialogue, il y a une nuance, il y a une différence qui est claire. On a vu des acteurs politiques qui ont délibérément refusé de venir dialoguer. C'était le premier jour. Le dialogue a eu lieu du 30 au 4. Ils ont décidé de s'exclure le premier jour parce qu'ils fixent des préalables pour le dialogue. C'est comme si vous aviez un contentieux avec votre épouse et que pendant que vous êtes en plein contentieux, pour arranger le problème, chacun fixe des préalables radicaux qui ne peuvent pas permettre d'aboutir à la solution. Donc déjà, les acteurs se sont exclus. De deux, quand on dit acteur majeur, qui est acteur majeur? C'est une banalisation des autres. Mais je vous rappelle que le premier parti de l'opposition au Cameroun depuis 1991, c'est le SDF. C'est sur la base de la représentation nationale à l'Assemblée nationale qu'on apprécie un parti politique. Ce n'est pas sur la base d'une élection présidentielle. Là-bas, c'est un candidat à un parti politique. Mais le poids d'un appareil politique s'apprécie sur la base de ce qu'il a au Parlement. Alors, doit-on nous dire que les autres qui étaient là n'avaient pas? Je vous rappelle il y a eu un travail de fond. Quand nous y sommes partis, nous le PURS, nous avions des appréhensions parce que tout avait été
prédéfinie, arrêtée à l'avance. Mais en commission, il y a eu une sorte de démocratisation, de libération de la pensée. Les gens se sont exprimés, les gens ont bousculé les idées reçues, les barbelés, et ont proposé un ensemble de choses. Évidemment, nous, de notre côté, tout ce que nous avons proposé n'a pas été retenu, mais l'essentiel a été accepté. Par exemple, en termes de réforme du système éducatif, nous demandons la réforme et l'uniformisation du système éducatif. On ne l'a certainement pas uniformisé, mais il y a un ensemble d'acquis dont nous sommes fiers. Il y a l'accélération de la décentralisation, c'est un acquis dont nous sommes fiers. Et le statut spécial, évidemment, parce que depuis nous demandons que ce dialogue ait lieu depuis 2016, nous avons fait de nombreuses sorties, une conférence de presse et un document. Je voudrais également, M. Sanjo, rappeler que l'Union africaine se prononce-t-elle lorsque l'Europe a des problèmes? Vous avez déjà vu un pays africain se prononcer sur une élection en Europe? Vous avez déjà vu l'Union africaine se prononcer, même être invité comme observateur? Même observateur, voilà. Moi je dis, l'Union européenne comme l'Union africaine, on a bien dit l'Union des Européens. Qu'est-ce que l'Union des Européens a fait avec le Cameroun? Moi, je pose la question. Il y a souvent des acteurs qui disent « Non, nous bénéficions de financement. » Ou des appuis militaires. Je vous pose une question, c'est M. Sanjo. Si vous me faites un prêt d'argent, vous avez le droit de contrôler mon foyer? C'est de la stupidité. Parce que si je dis ridicule, je suis un peu... C'est euphémiste. Alors, donc, il y a cela. M. Sanjo, aujourd'hui, la communauté internationale, le monde entier, est versé vers la défense des droits de l'homme et des libertés. Florence Ayafor vient d'être inhumainement décapitée. De la plus sauvage des manières, comme à l'âge de la pierre taillée. Citez-moi une seule organisation non gouvernementale internationale. Citez-moi une organisation internationale. Citez-moi une puissance étrangère qui prétend être démocratique, le mot est entre guillemets, qui prétend défendre les libertés, qui est incapable de dénoncer la moindre barbarie. Mais il suffit que l'armée régulière de l'État du Cameroun, qui est dans sa légitimité, pose un petit acte pour que vous voyez toutes les ONG, tout la société civile se mobiliser. L'État du Cameroun pour l'instant est debout. Et il le sera jusqu'à ce que peut-être il y ait ce complot ourdi, parce que finalement, on a l'impression que c'est un complot. Moi, je dirais qu'il faut qu'on arrête de banaliser les travaux des uns et des autres, parce que lorsque le dialogue national a été convoqué, il était ouvert à tous les acteurs, y compris internationaux. Ils étaient même présents. Ils ont été là. Qui leur a interdit d'apporter leur contribution? Qui leur a interdit d'apporter leur expérience? Aujourd'hui, le dialogue, évidemment, n'est pas la solution définitive au problème. C'est un début. C'est un processus qui permet donc... Et pour parler toujours d'inclusion, les acteurs de la crise anglophone majeure ont tous été invités à prendre part. D'autres ont refusé. Alors, quand vous refusez de participer à une négociation, un échange consensuel, doit-on vous forcer la main? Doit-on arrêter la procédure parce que vous n'êtes pas là? Le temps doit-il s'arrêter avec vous parce que vous êtes dans la logique du désaccord, de la radicalisation et de l'extrémisme? Je prends les auditeurs et les téléspectateurs à témoin et je leur demande de méditer sur cette réflexion. Salman, je voudrais qu'on essaye de comprendre au moins les positions de votre chapelle politique. Vous avez été amené à prendre part à ce dialogue national. Vous avez d'ailleurs participé aux préconsultations en prélude à ce grand dialogue national avec pour objectif in fine de trouver des solutions définitives aux multiples crises que traverse le Cameroun. Vous êtes allé à Yaoundé, vous avez pris part aux travaux du palais de congrès. Comment on arrive à comprendre que vous saluez cette sortie du Parlement européen? Nous n'avons pas pris part aux travaux du congrès. Nous avons déposé un mémorandum au niveau du Premier ministère, dans le main du Premier ministre John Gouté, qui plaçait les préalables sur lesquels, si ceux qui sont en face sont sérieux, devaient s'appesantir pour un dialogue inclusif. Parmi ces préalables,
Il y avait la remise en liberté du professeur Kamto, ses alliés, et l'ensemble des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, et les autres Camerounais embastillés sur le terrain des libertés dans la revendication pacifique. Nous avons demandé la libération de M. Ayoub Tabé et compagnie, qui apparaissent aujourd'hui. Comme vous le savez, ce n'est pas un secret de polichinelle que de le dire, que M. Ayoub Tabé est celui qui avait été choisi comme étant le président de l'État de l'Ambazonie. C'est pour ça que nous pensions... L'État virtuel, il faut c'est pour ça que nous pensions. Aujourd'hui, si nous sommes sur ce plateau pour débattre, c'est parce que cette affaire est vraie. Ce n'est plus un secret. Il y a une crise. Elle est palpable, elle est visible, on la sent, ses conséquences sont là. Est-ce que c'était des solutions, mon cher Salman Basse, ces solutions que vous avez suggérées, ce préalable que vous avez évoqué, c'était des solutions qui devaient désamorcer le climat sur le terrain dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ces positions, vous les aviez clarifiées, il fallait libérer le professeur Moïse Kamto, il fallait libérer quelques leaders des mouvements séparatistes, ce qui a plus ou moins été fait, peut-être après ce dialogue national. Vous arrivez à comprendre que votre position par rapport à l'Union européenne soit en accord parfait, c'est ce que j'ai du mal à saisir. Mais je suis en train de vous expliquer, il faut que nous comprenions. Monsieur Yves Sanjo, quand vous avez le palu et qu'on vous donne les remèdes pour soigner un rhume, la vérité c'est que vous ne serez pas soigné, mais alors vous serez encore appelé à prendre les remèdes du palu. C'est dans ce contexte que nous sommes. Puisque ceux qui sont en face de nous, en réalité, M. Biya et l'ensemble de son gouvernement que je qualifierais d'illégitime, n'ont qu'à leur dos la prise des solutions inopportunes qui ne peuvent pas soigner et qui font en sorte qu'on passe le temps à piétiner. Qu'est-ce qui confère la légitimité à quelqu'un? Dans le MRC, comment vous définissez légitimité en fait? En dehors des définitions qui peuvent être traduites dans le langage juridique existentiel. Il y a ce qu'on appelle la conscience populaire. Vous ne pouvez donc pas dire que vous êtes légitime dans un pays et dire que les ressortissants d'une région... Vous faites de la déviation. Hein. Je vais rester sur ma question simple. La légitimité, c'est quoi? Vous êtes un féru du droit. Il faudrait qu'on se comprenne bien pour qu'on avance sur l'utilisation des concepts. La légitimité a un double pan. Le pan légal et le pan collectif et populaire. Le pan légal, ça voudrait dire quoi? Chez nous, nous sommes en démocratie au Cameroun, nous sommes dans une république. La légitimité en matière d'élection, du moins en matière de la reconnaissance de celui qui gère comme étant le président, est celui-là qui a de façon officielle gagné les élections. C'est bien de faire la précision. C'est bien de faire la précision pour qu'on puisse avancer. Pour qu'on puisse avancer de façon officielle. Mais alors, il faudrait que ce résultat officiel soit en collaboration et en parfaite harmonie avec la conscience populaire. C'est-à-dire ce que tout le monde pense. Parce qu'en dehors de ce qui est rendu, s'il vous plaît, officiel, il y a la vérité de ce que tout le monde pense. Maintenant, j'explique. Quand on a donc un chef d'État ou un président qui dit qu'il est légitime et qu'il a été élu à 100% dans 2 régions et qu'il est incapable de se rendre, et qu'un de ses ministres est incapable de se rendre, et que les préfets et les sous-préfets qui sont nommés ne peuvent pas exercer leur activité. Apparemment, vous ne suivez pas beaucoup cette actualité, ça a beaucoup évolué. Il y a eu des ministres qui y sont allés. Faudrait-il rappeler que le Premier ministre y est allé? Vous allez régimer. Restons. Ce sera la deuxième dorsale, Salman. Restons sur la posture du MRC. Alors pour vous, effectivement, les préalables que vous aviez évoqués peuvent justifier aujourd'hui que vous soyez méfiant vis-à-vis du régime en place, quant à la pertinence justement des conclusions du grand dialogue. Quand ces conclusions, quand ce dialogue qui a duré 4 jours a été tenu, et que les recommandations sont sorties du dialogue, moi, politique du MRC, qui a une vision et qui aime ce pays, la question que je me pose, pourquoi les meurtres, les assassinats continuent dans les 2 régions? C'est la question que je me pose. Pourquoi on peut affecter un préfet dans le Libyalen et dire qu'il ne va pas? Pourquoi un ministre peut se rendre dans les régions du Nozo et être accompagné par tout un escadron blindé de police et de gendarmerie et même de l'armée? Pourquoi il y a des déplacements massifs au quotidien? Pourquoi l'assassinat de Florence Ayafor? Ça vous conforte au sein du MRC que la situation soit de cette façon effectivement instable dans ces régions-là? Non, c'est pas ça. C'est pas qu'on applaudit. C'est qu'on est stupéfait. On est meurtri parce qu'effectivement, on a donné un mauvais remède
pour une maladie dont on ne maîtrisait pas. Amadou. C'est pour ça qu'il y a urgence, et M. Tatinda le sait, que les vrais protagonistes pour la résolution de ce problème s'asseyent sur la même table, pas des personnes fabriquées par un système pour défendre les intérêts du système et qui n'ont rien à voir avec l'intérêt général. Amadou. Parce que chez nous, au MRC, Allez-y. c'est la stabilité du Cameroun qui nous interpelle et c'est le bien-être commun des Camerounais qui nous Alors, interpelle. au MRC, on veut la stabilité du Cameroun, on pose des préalables, mais on est favorable également à une coordination dans notre dialogue avec les partenaires internationaux. Monsieur Yves, avant de revenir à ce que mon camarade, ami Salémon Je ne suis Béa, pas votre camarade. qui dit qu'il aime le Cameroun. Il n'aime pas le Cameroun. Je ne suis pas votre camarade. Il n'aime pas le Cameroun. S'il aimait le Cameroun, il ne peut pas tenir ses propos. Ouais. Les Camerounais sont témoins de tout ce qui se passe dans ces pays. L'Union européenne qui veut s'ingérer dans les affaires de l'État, que l'Union européenne et les États-Unis demandent aussi au gouvernement d'Espagnol d'organiser un dialogue inclusif hors de l'Espagne avec les institutions catalans et que le gouvernement espagnol se soumette à toutes les exigences de ces séparatistes. Pourquoi? Ils veulent s'ingérer. Voilà le problème qui concerne aussi d'autres nations. Il fallait qu'ils partent là-bas. C'est mixé. Et aussi, voyez-vous, les MRC, à travers certains leaders qui ont même tenu des discours publics, qu'ils ont noué des contacts avec les sécessionnistes. C'est-à-dire que les MRC est en train de se préparer à l'insurrection populaire de ce pays. Nous condamnons tous ces propos et nous mettons les Camerounais à témoin avec les propos qu'ils cautionnent. Les MRC applaudissent que l'Union européenne s'est mixée et demande qu'on réorganise un dialogue inclusif. Pourquoi? Parce que Maurice Kamto est libre. Et nous saluons ici la magnanimité du président Paul Biya, la générosité et l'humanisme de l'homme. C'est ce que je peux même souhaiter appeler l'énigme Paul Biya, président de la République, chef de l'État, qui a compris le problème de tous les Camerounais, qui a décidé de libérer 333 et une centaine. Tout ça dans l'esprit de l'apaisement et de la réconciliation nationale. Si maintenant les militants du MRC récupèrent cette libération en contacter Oui. l'extérieur, qui est irresponsable et qui veut aussi déstabiliser la nation, parce qu'il y a l'Union européenne qui est avec le Cameroun. Même là-bas, c'est divisé. D'où il ne peut pas venir nous donner les leçons. Les Camerounais ne sont pas des naïfs. Tous veulent la paix. Il faut que la stabilité revienne. Le grand dialogue qui a été convoqué posait les problèmes majeurs des deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Dame Ayafor a été tué de manière inhumaine. C'est à condamner. Si l'intérêt supérieur de la nation est menacé, laissons nos égos politiques, asseyons-nous pour trouver une solution définitive à cette crise anglophone. Bertrand va sortir, oui, pour chuter. Vous Oui, chutez, pour mon chuter. cher Amadou. Je vous Que souhaite- Bertrand. Oui, pour chuter, nous interpellons les Camerounais qu'ils sachent que l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique veulent déstabiliser cette nation. Et que les MRC aussi est complice. Vous-même, ils sont témoins des propos de M. Béa dans ce plateau, qui cautionne et qui applaudit que les États-Unis veulent déstabiliser, se mixer dans les affaires du pays. Mettez nos pays au bain et au sang pour que les MRC arrivent au pouvoir. Bertrand, sur C'est cette question. inadmissible et c'est condamné. Bertrand, sur cette question, est-ce que le Cameroun a la possibilité de riposter au-delà, effectivement, de la sortie médiatique du ministre de la Communication? A-t-on les moyens? On parlait d'un partenaire du Cameroun, l'Union européenne. Il ne faudrait pas oublier qu'il y a cet accord de partenariat économique qui est l'un des pans visibles de la coopération entre le Cameroun et l'Union européenne. Est-ce qu'on a une possibilité de rappeler, au-delà simplement de cette sortie médiatique, le Cameroun peut-il faire face à cet affront-là? Oui, le Cameroun peut faire face. Le Cameroun a commencé à faire face. Et j'ai beaucoup aimé la démonstration de mon ami du PURS. D'ailleurs, je profite pour lui dire de transmettre mes salutations au président Matomba, un garçon que j'aime beaucoup. C'est la posture de nos amis du MRC nous étonne un peu. Ils étaient dans les préconsultations. Ils vont nous expliquer qu'ils vont donner un mémorandum au Premier ministre. Vous ne partez pas rencontrer le Premier ministre quand vous voulez donner un mémorandum. Vous arrêtez à la guérite. Moi, j'ai déjà écrit un Premier ministre. C'était pas M. Djangote, c'était M. Philémon Lian. Et il m'a répondu.
Vous allez à la guérille, vous dites service courrier Premier ministre, on vous dit c'est par là, vous déposez un courrier. Mais nous avons vu véritablement le cirque et l'exhibition qu'ils ont fait quand ils ont été reçus par le Premier ministre. Deuxième des choses, vous ne partez pas à un dialogue, il ne s'agissait pas ici d'une instance politique. Le grand dialogue national n'était pas une rencontre politique. C'était les enfants de ce pays qui, depuis la tripartite, ne s'étaient pas rencontrés. Moi, je veux faire mon mea culpa et être honnête. Nous, on avait été un peu sceptiques sur le grand dialogue, il faut le dire. C'est-à-dire qu'au NNP, on se posait la question, qu'est-ce qu'on fait? On va discuter avec des gens qui ont vendu la mort aux Camerounais. Ça s'est vu nulle part dans le monde. Donc, je ne veux pas renier notre position. Mais en même temps, on expliquait au président de la République que cette crise-là, monsieur le président de la République, a été tissée à l'extérieur. Vous avez un certain nombre de représentations diplomatiques qui nous embrassent le jour. Ils sont très contents d'être avec nous le jour. Mais la nuit, ils ont des comportements inadmissibles. On va le dire. On va donner le nom d'un certain type de société, cotée en bourse au Canada, n'ayant aucun état financier, des bulles qui n'existent pas. On va donner le parcours de certains individus du Cameroun. Je donne un, M. Akwanga. Je vais expliquer comment il s'évade de la prison centrale de Yaoundé, prétextant une maladie à l'hôpital général. Il passe par le Nigeria, il se retrouve à Genève et il se retrouve à Washington. On va expliquer comment il gagne de l'argent dans cette histoire. On va l'expliquer aux Camerounais. Ça a été une véritable réussite. On a pu gloser un peu sur les délégations qui étaient conduites par les gouverneurs. Vous savez, moi, je suis républicain. Le gouverneur, c'est mon patron régional. Si le gouverneur me dit, monsieur Tatinda, accompagnez-moi quelque part, c'est un honneur pour moi. Le sous-préfet, je peux dire que c'est le patron de mon arrondissement. Le sous-préfet de Douala 1er, je vis dans Douala 1er, je voue un respect à cette autorité administrative. On a pu, mais dans, comment je vais dire, l'établissement des commissions, dans, comment je vais dire, que la prise de parole au sein du dialogue, c'est tout le monde qui parlait. Il n'y avait pas d'étiquette de je suis ministre, je suis DG. Je veux discuter même avec les responsables de la commission où a été le président Cabral. Mais c'est M. Toumi qui était en quelque sorte le président de cette commission, la commission de reconstruction et de rapatriement des travailleurs. Vous savez que même nous au NNP, on a souvent été dur avec le cardinal Toumi. Il n'a pas souvent caressé le pouvoir de Yaoundé dans le sens du poil. Vous avez en fait même les recommandations du statut spécial. Nous au NNP, on prend nos distances. Mais on se dit que il faut attendre voir ce qu'on met dedans, dans ce qu'on appelle recommandation de statut spécial. Il faut que l'Union européenne dise ce qu'elle veut. La réussite du dialogue national gêne. Pourquoi? Parce que certains avaient parié que ça allait être un fiasco. Que les Camerounais allaient arriver là-bas et se lancer dans des débats chiffonniers de politique intérieure. Même ceux qui partent reviennent. Le grand frère Jean-Jacques Ekindi, à un moment donné, il a eu l'impression qu'on ne l'écoutait pas. Il a claqué la porte, il est revenu. Le bâtonnier, M. Akeremouna, ben il est parti, je peux vous dire qu'il ne ratait pas une seconde du dialogue. Il était branché sur le dialogue. Les résolutions ont permis de résoudre les problèmes. Parlons de la situation sur le terrain dans le Nozo. Il y a une nette amélioration. Tout le monde le sait. La vie a repris plus ou moins à Bamenda. Les écoles ont recommencé à ouvrir. L'installation des préfets se font. C'était un fait, cette histoire en quelque sorte du préfet qui voulait parler dans le Labalem. Il va faire une interview, il dit que c'est un honneur d'être nommé préfet de la République. C'était un fait. Donc la situation a repris. On s'attend généralement à ce que l'Union européenne maintenant vienne nous aider. Parce qu'on a fait en quelque sorte un inventaire de ce qu'il faut. Les premiers chiffres parlent sur 2 ans de 400 milliards. Il faudra être très attentif en fait à la loi de finances qui arrive le mois prochain. Mais l'Union européenne, mais vous êtes partenaire du Cameroun, venez aider à reconstruire. Voilà là où on attend nos partenaires. Très bien. Venez aider à reconstruire. On veut 400 milliards dans cette histoire. Et le président a prescrit que tous ceux qui vont gagner les marchés devront employer exclusivement la main-d'œuvre locale de ces régions. Il ne sera pas question d'aller importer ces travailleurs en Chine, au Pakistan, en France. On va employer la main-d'œuvre en quelque sorte là-dessus. Je crois que tout le monde est satisfait. Mon ami du SPUS, eux, ils ont participé, ils ont été en quelque sorte, ce sont les témoins des travaux et les Camerounais se sont parlé. Ça va dans le bon sens. Nous disons à nos amis du MRC que aussi il faut être un peu, comment je vais dire, qu'en politique, il y a un peu d'élégance. Le président de la République n'était forcément pas tenu. Parce que c'est un parti qui estime que non, séparation des pouvoirs. Le président n'a pas à se mêler des affaires judiciaires. On veut une séparation. Là, le président en quelque sorte, on va dire qu'il a, comment je vais dire, que c'est ce levier constitutionnel qui le lui donne. Oui. Mais
ça n'a pas été tout à fait une séparation de pouvoir où le président de la République décide l'arrêt des poursuites alors que le tribunal, comment je vais dire militaire, s'était saisi en fait d'un certain nombre de faits qui étaient incriminés à ses compatriotes. Donc vous voyez cette difficulté d'expliquer, même mon frère Béat, c'est un grand juriste, il a du mal à expliquer ce que c'est qu'une légitimité, une légalité, c'est compliqué pour lui alors que c'est un excellent juriste. Non, qu'il revienne à la raison, que véritablement il s'insère dans ce train, comment je vais dire que de la réconciliation, elle est faite, il y a des groupes marginaux de petits voleurs et de petits violeurs, ils seront neutralisés et maîtrisés dans, ce n'est qu'une histoire de semaine. Les populations n'acceptent plus ça dans le Nord. On va évacuer quelques réactions des téléspectateurs qui nous suivent attentivement ce dimanche avant d'aborder la deuxième thématique inscrite à l'ordre du jour. Bonjour, très belle émission et merci pour les éclairages politiques. Pour moi, le MRC est l'un des partis politiques qui a contribué à tous les problèmes sociopolitiques au Cameroun. Ils ont instrumentalisé beaucoup de jeunes Camerounais et qui se trouvent en prison aujourd'hui pour aller encore plus loin, le tribalisme politique, car ils sont à l'origine de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux avec certains ressortissants de l'ouest ou du centre du pays. Je suis d'accord avec la position du docteur Tassinda. C'est Ferdinand de Yaoundé qui étudie en sciences politiques et qui nous a écrit ce message. Je vais en évacuer quelques-uns. Bonjour, le MRC a échoué et veut entraîner le pays vers... enfin, je ne sais pas. Il parle de conscience populaire, mais ça se mesure comment? Bonjour, les Blancs qui se serviront toujours des Noirs pour détruire d'autres Noirs. Le MRC est donc au service de l'Union européenne pour la prise de pouvoir. Votre message n'a pas été signé. Prière de signer vos messages. Bonjour à vous sur le plateau. Si l'armée faisait son travail, ce que nous ne sommes plus là, si l'armée travaillait au rythme familial pour sauvegarder la patrie, dont seul le système politique donne le rythme. Ok, mais je pense que c'est trop. L'armée va bientôt faire le véritable boulot de ratissage dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Salut le plateau, ceux qui parlent de souveraineté. M. Biya était à Lyon, donner un compte rendu à son maître. Quand il nous donne de l'argent, vous ne parlez pas de souveraineté. Nous sommes fatigués de vous. Le RDPC a échoué dans tous les niveaux. Ces imposteurs viennent faire le bavardage. Vous ne signez pas vos messages, vous comprendrez que je serai obligé de ne pas les rendre publics. Popularité Yves Sanjo, que les gens du MRC ne fatiguent plus les Camerounais. Si la popularité était gouvernée, c'est l'UPC de Oumyobé qui devrait diriger le Cameroun dans les années 60 aux États-Unis. Hillary Clinton a gagné le vote populaire. Comme dit-il, ils sont populaires. Les grands électeurs et les lobbies ont décidé que c'est Donald Trump qui devrait gouverner l'Amérique. C'est Casimir de Douala qui nous a également écrit ce message. Alors, je vais en évacuer quelques-uns, j'en ai reçu tellement. L'exemple de la Libye, de la République centrafricaine, de la Syrie et bien d'autres servent d'exemple. L'Union européenne qui n'arrive pas à gérer ses problèmes vient de nous faire la morale. Qu'en est-il des accords pour le Brexit? Nous ne sommes pas dupes, ils n'ont plus d'accès à leur grenier d'entente. Cameroun First, c'est Yves qui nous a également écrit ce message. L'Union européenne a raison, il faut un nouveau dialogue inclusif car tous les acteurs n'étaient pas au dialogue de Yaoundé. Ce message est de faux pas de Douala. Autre réaction de téléspectateurs ce dimanche. Alors, il est extrêmement long. J'essaie de savoir où je vais prendre ce message. Il est lent et il est tellement entrecoupé que j'ai du mal à suivre. Bonjour, belle émission. S'il vous plaît, demandez au monsieur du MRC pour l'Union européenne. Pourquoi l'Union européenne ne se prononce pas sur le cas de la Catalogne? Camto est un sous-traitant de la déstabilisation. Ce n'est pas moi qui rends ce message, ce sont les téléspectateurs. Bonjour, c'est Auguste de Mbandjok. Votre message complètement vide. On va prendre la deuxième dorsale de cette émission ce dimanche et on va donc évoquer la responsabilité politique de l'opposition camerounaise dans l'apaisement du climat socio-politique avec pour prétexte la sortie du professeur Maurice Kamto, récemment remis en liberté à la suite d'une mesure
prise par le chef de l'État visant à l'arrêt des poursuites contre les leaders de cette formation politique. Celui qui est arrivé jusqu'ici, numéro 2 à l'élection présidentielle du 7 octobre dernier, a donc réagi sur les ondes de Radio France Internationale en liberté depuis le 8 octobre dernier. Le professeur Maurice Kamto a indiqué qu'il poursuivra la résistance suivant quelques modalités pratiques qui seront donc rendues publiques très prochainement, indiquant de fait au sujet de la crise post-électorale au Cameroun qu'il reste et qu'il garde la main tendue pour solder le passif, dit-il, de la dernière élection présidentielle au Cameroun. C'est donc avec vous, Salman Basse, qu'on va donc débuter cette deuxième phase d'échange. Sur la sortie du professeur Maurice Kamto, j'aimerais au moins m'arrêter sur quelques expressions qu'il a utilisées. Il parle de la main tendue pour solder, dit-il, le passif de la dernière élection présidentielle. Alors, qui est habilité à solder le passif d'une élection présidentielle? Pour qu'on avance et qu'on se comprenne bien dans ce que le professeur essaye de véhiculer comme message. Monsieur Yves, nous vivons en République. Le peuple camerounais est le seul souverain en matière de République. Toutes les élections ne vont que dans le sens de crédibiliser la pensée du peuple, pas d'un individu. Alors, celui qui est élu de façon légale et de façon légitime n'est qu'au service du peuple. Mais alors, vous savez bien qu'au MRC, nous avons dénoncé avec des arguments suffisants. Nous avons pris l'exemple des élections de 92 qui avaient fait du président Nidjon Fundi gagnant et dont la victoire avait été volée. Vous êtes juriste, comment vous arrivez à démontrer ça aux téléspectateurs? Vous êtes un homme de droit. En droit, je vous relance, mon cher Salman. En droit, il y a un élément simple, c'est l'élément de preuve. Vous avancez ça sur la base de quel argument? Je suis en train de vous dire, monsieur Yves Sandio, nous sommes dans une matière assez compliquée, ça s'appelle la politique. Et la preuve en matière politique n'est pas toujours une preuve qui est aisée. L'activité politique je suis en train de vous dire, monsieur Yves Sandio, je vais vous prendre un cas simple. J'ai été mandaté par mon parti dans un bureau de vote, dans un centre de vote. Alors, comment ça peut être expliqué que les résultats que moi-même j'ai vus ne sont pas ceux qui remontent à une commission départementale de vote? Alors, il y a des artifices qui sont clairement organisés pour truquer les élections, pour frauder les élections et pour enlever au peuple camerounais toute son intention de pouvoir désigner de façon simple, de façon objective, ce que le peuple aura choisi de façon délibérée de conduire aux affaires de l'État. Vous n'êtes pas sans ignorer, monsieur Yves Sandio, qu'on vole, on truc, on fausse, on ment. Ça se fait à tous les pans de la société et ça se fait aussi en matière politique. C'est pour ça qu'effectivement, on peut arriver comme chef d'État par coup d'État. On peut arriver comme chef d'État parce qu'on a falsifié les résultats. On peut arriver comme chef d'État parce qu'on a volé l'intention du peuple. Et dans le cas des élections 92 et de 2018, dont je vais faire allusion, puisque vous me posez des questions, c'est que les résultats sortis des urnes ne sont pas ceux qu'on a rendus publics. Et je vais vous dire, vous m'avez dit qu'il y a des preuves. On vous a servi de façon historique, c'était la toute première fois que ça arrive au Cameroun, un contentieux post-électoral qui avait été rendu public. Je suis juriste. C'était la première fois dans l'histoire que je vois un magistrat, je vais le nommer, le magistrat Essombé, montrer à Mondiovision des PV qui n'étaient pas contresignés et donc qu'il utilisait comme moyen de preuve. Et je voudrais vous dire qu'en droit, on a un argument juridique qu'on appelle la suspicion légitime. Monsieur Sandio, si vous êtes en instance de divorce avec votre femme, et que le magistrat qui va prononcer la définition du divorce, le jugement du divorce, soit le père de votre femme, alors vous êtes en droit de le récuser. En voyant les magistrats au contentieux électoral, alors que la moitié de ces magistrats étaient d'office des militants d'un parti politique que je vais nommer le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, il n'était que... Ça ne les empêche pas de faire leur travail. Hein. S'il vous plaît. Vous êtes un brillant juriste. Je vous ai parlé de suspicion légitime. Il était en droit de penser
et d'être clair qu'il y avait matière à ce que ces magistrats soient récusés. Mais comme ils ont utilisé la main forte de faire passer la décision parce qu'ils n'avaient qu'un seul but, de faire mettre un homme au pouvoir, même s'il n'a pas été élu de façon populaire. Et je pense qu'ils ont réussi la mission. C'est pour ça que je nous remercie. Dans une république qui est censée solder le passif d'une élection présidentielle, le professeur Kamto disait qu'il a la main tendue pour solder. C'est lui qui devrait solder l'élection. Effectivement. Il faudrait que les il va être jugé parti. Je suis en train de vous dire, il a dit qu'il a la main tendue. Pourquoi? Pour solder le passif. Effectivement, ceux-là, je suis tout à fait d'accord. Je suis donc en train de vous dire, M. Sanjo, et tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui ont orchestré à ce qu'ils soient embastillés avec tous ces alliés, savent effectivement pourquoi ils ont fait cette orchestration. Parce que le véritable mobile de cette orchestration, c'était de mettre hors jeu celui-là même que la population camerounaise a élu comme étant celui qui va diriger les affaires. Et c'est pour ça qu'il a dit qu'il est important, parce que la crise post-électorale fait partie des nombreuses crises qui minent le Cameroun aujourd'hui. Un peuple camerounais qui a choisi un homme et dont ce n'est pas celui-là qui est en charge des affaires, c'est un peuple qui est perdu. C'est pour ça que le Cameroun aujourd'hui est comme une girouette, comme un avion qui n'a plus aucune direction, qui est sous pilotage automatique et dont les passagers à bord ne savent pas si cet avion se posera. Paul Gauthier. Oui, Serge Gauthier. Serge, j'y arrive facilement. On se travaille. Alors Serge, le premier secrétaire du PURS a pris part à cette dernière élection présidentielle. Il a martelé très souvent sur les plateaux, y compris sur les ondes de la télévision du Monde, qu'au vu des procès-verbaux en sa possession, aucun parti de l'opposition n'avait remporté cette élection et qu'il fallait tourner cette page-là. Comment vous, au sein du PURS, vous appréciez cette nouvelle sortie du professeur Kamto? Eh bien, Jean Ping l'a fait au Gabon. Fayoulou l'a fait en RDC. La question, c'est où sont-ils? Sont-ils à la tête de la magistrature? Ce sont des questions pratiques et concrètes. Je voudrais rappeler à Maître Béas, mon voisin de droite, qu'un rapport déposé à la Cour constitutionnelle n'est pas un PV. Le PV, c'est ce document que vous avez consulté dans le bureau de vote. Donc, en tant que juriste, c'est une erreur grave de venir dire aux auditeurs, aux téléspectateurs, sur un plateau de télévision, qu'un rapport qui compile les chiffres de tous les PV brandi par un juge de la Cour constitutionnelle à un PV. Et un rapport qui est contre-signé. Il faut que vous précisez. Juge, monsieur Béas, il faut que vous précisez pourquoi on avance. J'ai souffert de votre très longue prise de parole. Je suis d'accord, mais si vous voulez répéter mes propos, dites exactement ce que j'ai dit. En matière de droit, que ce soit un rapport, que ce soit un contrat, du moment où il est contre-signé, alors qu'il manque des signatures, vous ne pouvez pas le présenter comme étant une pièce à Merci Salman. Permettez à Serge d'avoir son... Et si vous répétez mes propos, dites exactement ce que j'ai dit. Merci pour la précision. Vous pouvez paraphraser. Merci pour la précision, Salman. Je suis très content de constater que vous me laissez finalement la parole. Je suis d'accord. Il y a un modérateur. Lorsque vous aviez, et je crois que ce sont les civilités je de voulais base, placer, lorsque vous n'êtes pas d'accord avec une replacer, position, voilà. vous la méditez et vous demandez. Je ne peux pas vous laisser défendre. Serge Gauthier, allez-y, allez-y. Il a son temps de parole, mon cher. Une fois que je l'ai dit, Salman, je reprécise la question des PV. Je reprécise également que la légitimité populaire, monsieur Sandio, s'apprécie sur la base de la foule qui vous suit lorsque vous organisez une marche. Lorsque vous dites que vous avez organisé une marche et que vous avez 250 personnes dans une ville comme Douala qui en a 2 millions ou plus, on s'interroge sur votre légitimité populaire. Lorsqu'une élection présidentielle est organisée, il y a 9 candidats et que les 7 autres reconnaissent dans le cadre républicain le verdict, même si il y a contestation, même si d'après eux, la manière avec laquelle le contentieux a été liquidé n'est pas satisfaisante, on est républicain. Quand on s'engage dans un match de football, on le joue. Dès qu'on commence à le jouer, ça veut dire qu'on a accepté les règles du jeu. C'est pour ça que nous avons finalement décidé d'accepter le verdict. Et nous demandons aujourd'hui la réforme du code électoral. Que ce soit une réforme consensuelle. Et dans ce cadre, nous sommes allés, parce qu'un parti politique, et vous parliez de responsabilité du parti politique, éduquer les masses, éduquer les consciences, contrôler l'action gouvernementale, conquérir le pouvoir pour améliorer les conditions de vie.
des citoyens camerounais. Et tout cela passe par sa capacité à proposer au-delà de la critique. Parce qu'on est dans la construction, on peut ne pas être du même bord, mais on converge vers le même port. Le port, c'est le port Cameroun, c'est lui qui a l'intérêt général, ce n'est pas un intérêt partisan. Alors, nous avons dit, après que l'élection de 2018 se soit déroulée et que nous ayons été battus, d'après la Cour constitutionnelle, nous avons pris acte. Nous avons interrogé, analysé les forces et les faiblesses de notre code électoral. Nous sommes allés à la rencontre du président de l'Assemblée nationale parce que n'ayant pas de parlementaires à l'Assemblée nationale, nous avons estimé que ce pourrait être un levier pour pouvoir introduire nos propositions au Parlement. Nous avons organisé des réunions, nous sommes allés auprès de l'ECAM avec les mêmes propositions. Ça veut dire que nous sommes dans la dynamique de ce que ce code électoral soit revu, révisité et corrigé de façon consensuelle. Pour nous, la page de l'élection présidentielle de 2018 est tournée. C'est un rêve, un leurre, une aberration scandaleuse de continuer à nous arrêter. Vous savez, les Camerounais, M. Sanjo, je crois que vous avez une famille. Quand vous sortez aujourd'hui, depuis 2018, vous avez de nouvelles préoccupations. Pouvez-vous payer vos factures? Pouvez-vous vous loger, vous vêtir, nourrir vos enfants, et résoudre leurs problèmes de santé? C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas une question de si je suis pris, comme l'autre, je n'ai pas pu être président, il faut qu'on prenne les armes. On s'en fout de ça. Les autres, le Cameroun, 25 millions de Camerounais ont des problèmes. Il y a un seul individu qui ne peut pas bloquer le Cameroun au nom de je ne sais quelle logique, quelle dynamique. Et je voudrais poser rapidement, si vous permettez, allez-y. Nous parlions, parce que vous ne m'avez pas donné la possibilité de réagir, de rebondir sur la question du dialogue national. Nous sommes sceptiques par rapport à l'implémentation. Y avoir pris part ne signifie pas que nous adhérons de façon complète et totale à ce qui s'y est passé. C'est pour nous avons un problème d'implémentation. Nous reprochons au gouvernement de la République son incapacité à communiquer suffisamment pour à la fois taire les détracteurs, mais également étouffer toutes les critiques. Parce que lorsque vous êtes concret, vous dites de tel jour à tel jour, de telle période à tel jour à telle période, nous allons faire telle chose, nous allons faire telle chose. Ça évite les soupçons. Je voulais également dire aux uns aux autres que le dialogue national n'est pas une institution. Le Cameroun, il y a 3 types de pouvoirs au Cameroun et qui ont des institutions claires qui les représentent. L'exécutif, le judiciaire et le législatif. Le dialogue national appartient auquel de ces pouvoirs. C'est comme ça que tous les pays du monde fonctionnent. Ceux qui demandent le dialogue, ils le placent dans où? Parce qu'au bout du compte, tout ce que vous avez vu au dialogue national, là, pour que ça ait lieu et ça soit validé, on va encore consulter le Parlement. Les gens font comme si, j'ai l'impression qu'ils créent une république ou un mécanisme de fonctionnement du droit qui sort de je ne sais quelle planète. Restons sur Terre et voyons comment les institutions, les États fonctionnent. Bertrand. Dans quel État êtes-vous? Bertrand. Permettre de réagir également sur cette deuxième thématique. Le professeur Kamto a indiqué que la page de l'élection présidentielle n'était pas tournée par son bon vouloir. Il parlait d'ailleurs dans cette interview sur Radio France Internationale que c'est une page qui visiblement ne veut pas se tourner. Il n'en est donc pas responsable, mais il entend poursuivre le plan de résistance qu'il a lancé en janvier dernier et qui lui a valu l'interpellation et son incarcération. L'opposition au Cameroun est irresponsable ou responsable, Bertrand? Non, c'est que ça dépend. Il y a une opposition qui impatiente, extrémiste. Le professeur Kamto restera pour moi, il reste une énigme. Parce que honnêtement, c'est un intellectuel. C'est un monsieur relativement compétent que le président de la République a même appelé dans son gouvernement. Et là, il y est parti. C'est un monsieur que le président de la République a mis au service de l'État du Cameroun pour des problèmes juridiques d'importance pour notre pays. La question de Bakassi, il a travaillé avec d'autres. Mais il reste une énigme. Parce qu'il y a un type de mariage et un type de coalition qu'il a. Il s'accommode de certains types de personnes. Il s'accommode d'un certain discours qui nous surprend. Il faut être clair, comme l'a dit mon ami Serge Gauthier. Les Camerounais rejettent l'insurrection. Ce n'est pas parce qu'un Camerounais vote pour vous
que vous allez demain lui dire que je marche dans la rue dans une marche insurrectionnelle qui va vous suivre. Les Camerounais rejettent l'insurrection. Je n'ai pas les chiffres de Douala. Le MRC a fait en gros, je crois, 500 000 voix dans la ville de Douala. Mais M. Gauthier vous expliquez que dans un carrefour comme Dokoti, le carrefour le plus populeux, il n'était pas plus de 200. Ça veut dire que ceux qui ont voté pour le professeur Kamto font la part des choses entre voter pour un parti politique qui certes a vendu un programme politique auquel moi je n'y crois pas, mais eux ils ont cru, et véritablement créer l'insurrection au Cameroun, et cela devait alerter les responsables du MRC. Deuxième des choses, de quel Kamto du professeur Kamto il s'agit? Au sorti de prison, il a improvisé un discours devant sa résidence, il a prononcé le mot paix au moins 6 fois, qu'il allait continuer véritablement à revendiquer la modification en fait du code électoral dans la paix. Le mot est revenu au moins 6 ou 7 fois. Mais quelques jours plus tard, chez RFI, c'était un discours dont personne ne comprenait plus. 2 jours plus tard, arrivait la réaction de Lyon. Je voudrais vous aider avec la permission du modérateur. Allez-y, monsieur. Le professeur Kamto dit, avant l'élection présidentielle, ses partisans, ses alliés lui disent, nous avons été élus. Et c'est ce qu'on entend sur les plateaux. Lorsqu'il sort de Kondengui, première interview, lorsque nous serons au pouvoir, ça veut dire qu'il ne se considère pas comme président. Il y a des contradictions argumentatives, des cohérences et des illogismes qu'on ne parvient pas à comprendre. Et c'est pour ça que je vous dis, je vous entends beaucoup parler de professeur Kamto. Moi, je vais dire Maurice Kamto. La notion de professeur n'est pertinente que dans un amphithéâtre. Savez-vous que Lionel Jospin, Raymond Barre a été Premier ministre de la France. Condoleezza Rice est professeur d'économie, de sciences politiques. Lionel Jospin était professeur d'économie dans une école d'économie française et Raymond Barre était agrégé d'économie. On ne les a jamais appelés par leur fonction lorsqu'ils sont politiciens. Qu'on ne confonde pas parce qu'on est dans la dynamique du complexe des titres universitaires. On est bien ici sur le champ politique et c'est de l'homme politique qu'on parle, pas de l'universitaire, je suis désolé. Et même du côté de nos amis du pouvoir, il y a cette mauvaise manie. On parle par exemple du ministre de la Culture ou je ne sais pas, de l'éducation sportive. On dit le professeur tel. Non, ce n'est pas pertinent à ce moment. Donc il faut faire très attention et c'est ce qui donne l'impression à certaines personnalités qu'elles ont un pouvoir ou une connaissance absolue sur la marche des choses. Allez-y. La marche politique n'est pas bien, n'est pas bonne. Deuxième des choses, la seule preuve qui en fait atteste de, comment je vais dire, de la victoire d'une élection, c'est le PV issu du bureau de vote. C'est-à-dire que le Cameroun n'était pas obligé de faire une audience publique en Conseil constitutionnel. J'ai jamais vu une audience publique en Conseil constitutionnel en France. J'ai jamais vu. Même aux États-Unis. Aux États-Unis, il va y avoir un contentieux entre M. Al Gore et George Bush. On ne conteste pas à l'infini dans une république. On ne conteste pas à l'infini. On ne conteste pas un résultat électoral à l'infini. Il y a une institution dont tout le monde adhère qui, à un moment, siffle la fin de la récréation. Les élections entre M. Al Gore et M. Bush, jusqu'au présent aux États-Unis, des gens estiment que ça avait été l'élection la plus scandaleuse des États-Unis. Pourquoi? Parce qu'ils avaient introduit les machines à voter qui ne marchaient pas. C'est-à-dire que quand vous votez pour M. Al Gore, eh bien, ça allait fréquemment voter pour M. Bush. Et il y avait des votes multiples, des votes triples, des gens qui ne retrouvaient pas les noms sur les bureaux de vote. On va aller jusqu'en Cour suprême. Comment ils vont résoudre le problème en Cour suprême? On va mettre la question au vote. Il y aura 5 sur 4 qui vont voter parce que les 9 juges américains sont aussi choisis à la Cour suprême en fonction de leurs idées idéologiques. Donc 5 juges américains en Cour suprême qui étaient proches du Parti républicain vont voter pour M. Bush et 4 qui étaient proches du Parti démocrate vont voter pour M. Al Gore. Voilà comment M. Al Gore, au sorti de cette audience, va féliciter M. Bush. Comment est-ce que un professeur, il faut l'appeler professeur, autrement dit, on vous traite de tous les noms d'oiseaux. C'est quand même son titre, il est intelligent, peut contester alors qu'en 2004, quand il entre au gouvernement, il explique que les décisions d'une cour constitutionnelle sont des dogmes. Moi, je n'ai jamais cru un dogme. Je ne crois pas à la Bible. Je crois pas au dogme. Tout est discutable. Chez nous, en physique, tout peut être remis en cause. Tout dépend dans le référentiel dans lequel vous travaillez. Mais il va nous l'expliquer pour quelque temps après se placer au-dessus de la Constitution. Question, est-ce qu'on peut véritablement faire confiance à quelqu'un de gérer ce pays quand il se place au-dessus de la Constitution? Avant l'élection, on était le vendredi.
son porte-parole expliquait que nous avons déjà gagné l'élection. C'est là où l'État du Cameroun devait avoir la puce à l'oreille. Nous étions vendredi, au lendemain de la fermeture de la campagne électorale. 12 heures après l'élection, il estimait qu'il avait gagné l'élection. Nous sommes dans un pays relativement enclavé. Pour remonter un procès verbal de ce qu'on va appeler de Mouloundou jusqu'à la commission départementale et régionale, il faut pratiquement 4 jours. Personne, pratiquement 24 heures après une élection au Cameroun ne peut vous le dire de façon irréfutable. Monsieur Kamto s'était placé au-dessus de la Constitution et avait estimé que la seule négociation qu'il peut avoir avec le président Biya, c'est pour les modalités de transfert de pouvoir. Cette Union européenne observait, Washington observait et se taisait, alors qu'ils auraient été les premiers, s'ils étaient nos amis, d'expliquer que c'est inadmissible et intolérable. Dans un pays comme le Cameroun, personne ne peut. Autre chose, ils ont porté plainte à la Commission des droits de l'homme de l'Union africaine. Elle a clos, en fait, ce dossier sans en avoir les PV. Parce que c'est ce qu'elle attendait. Vous vous rendez compte aujourd'hui, s'ils avaient 25 000 PV, même le département d'État américain l'aurait publié. Et moi, j'aurais été le premier à marcher, aller au palais de l'unité et dire au président de la République qu'avec un petit logiciel Excel, on additionne les résultats de 25 000 PV et on l'a en 2 minutes. Et dire au président que mais qu'est-ce que vous faites au palais de l'unité alors que véritablement nous avons 25 000 PV qui ne vous donnent pas. Non, cette histoire, et ça devient même une responsabilité des chaînes de radio et de télévision qui acceptent qu'on dise président élu parce que véritablement ça quitte le débat politique. Je crois qu'il faudrait véritablement tenir compte de ça. D'ailleurs, nous, de plus en plus, on se dit qu'on aura du mal à venir débattre avec des gens qui ne vont pas reconnaître la légalité. Encore qu'on ne discute pas les décisions de droit. Monsieur Issandio. Non, vous allez réagir. Vous allez réagir. Vous avez eu un temps de parole seulement. Effectivement. Pour qu'on soit équitable, vous allez parce que j'attirais juste votre attention. Non, rassurez-vous. Il y a une certaine équité ici. Son parti ne pouvait pas gagner l'élection. Parce que gagner une élection présidentielle, véritablement, il faut quand même se prévaloir d'un poids politique. Dans un pays comme le Cameroun, sur 180 députés, vous en avez un. Sur 10 800 conseillers municipaux, vous en avez 20. Et 20, pratiquement, dont près de 16 à 17 sont pratiquement dans le même département. Vous n'avez pas de poids politique. Quand vous affrontez quelqu'un qui a autour de lui une vingtaine de partis politiques et tout pratiquement les corps sociaux. Donc, comme on l'a dit, il y a ce qu'on appelle aussi la mathématique électorale, qui est tout simplement, comment je vais dire, de l'arithmétique. C'est vrai ou ce n'est pas vrai. Donc, ce parti, qui pourtant, de mon point de vue, a fait un score qui n'était pas mauvais, avoir 14%, se serait appuyé, aurait travaillé en fait à se demander, est-ce que je suis allé aux élections avec les bonnes personnes? J'avoue que même des amis que j'ai RMRC me disent, Monsieur Tatinda, notre directeur de campagne n'était pas la bonne personne. Notre directeur de campagne n'était pas la bonne personne. C'est un débat peut-être, je ne m'occupe pas des affaires internes. Donc, est-ce qu'ils sont allés avec les bonnes personnes? Est-ce qu'ils ont posé le discours qu'il fallait? Est-ce qu'ils ont été conciliants? Est-ce qu'ils ont véritablement négocié les alliances? Le pur s'était ouvert. Monsieur Matomba m'a expliqué, par exemple, que Monsieur Tatinda, avant d'aller saisir le président de l'Assemblée nationale, j'ai écrit à tous les partis politiques de l'opposition que le code électoral, il faut le faire avancer. Venez, on tient une réunion, on essaye d'avoir, comment je vais dire, des revendications consensuelles, et je porte la revendication tout simplement parce que c'était M. Matomba. Il a été regardé de haut, personne ne lui a répondu. Et nous leur avons dit que sans une véritable alliance, sans une coalition forte, sans véritablement des alliés sûrs, vous ne pouvez pas gagner l'élection. Donc, véritablement, il faut décrisper l'atmosphère. Nous disons toujours à nos amis du MRC de laisser ce discours qui les amène véritablement dans une voie sans issue, de s'inscrire dans une démarche républicaine, légale, constitutionnelle et préparer les prochaines séances. Amadou, on va sortir avec vous sur cette thématique avant d'aborder la dernière dorsale de cette émission. Cette sortie du professeur Maurice Kamto n'est finalement pas la résultante d'un pluralisme politique souhaité par le régime en place et que vous ne contrôlez plus, non, visiblement. Monsieur Yves, voyez-vous, nous sommes... L'avènement de la démocratie est irréversible. Depuis 92, le multipartisme, beaucoup de partis politiques ont vu le jour. Et il y a des partis républicains, un président des partis, M. Bertrand, le représentant de M. Purs, Matom, était là. Ils ont fait de très bonnes analyses.
pourquoi le MRC aussi ne prend pas la démarche des autres oppositions camerounaises? Je reviens, il a parlé des PV. Moi, j'étais au centre de vote du collège André Malraux lors des élections présidentielles. Chaque représentant d'un parti politique avait un PV, et c'est le même PV, il est cas. Et l'élection présidentielle de 2018 a été l'une des élections les plus transparentes que le Cameroun a connues. Là, il faut qu'on loue les initiatives que le gouvernement a fait pour que ce soit des élections qui ne sont pas contestées. Avec la carte biométrique, parce que c'est la première fois que nous expérimentons la carte biométrique au niveau des élections présidentielles. Et les élections se sont déroulées dans la transparence. Il y a eu des petites contestations. Et comme le lendemain, comme Maurice Kamto dit qu'il a gagné les élections, c'est le syndrome du Gabon avec Jean Ping. Monsieur le représentant des PUD a dit où est Pi avec toutes ces revendications. C'est que nous, au niveau du RDPC, le ministre d'État, le ministre Fabien Dongo, a apporté des éléments de réponse sur RFI à la sortie de Maurice Kamto. Le secrétaire général du comité central, du RDPC aussi, a fait une sortie. Et aussi même le ministre de la Communication, M. Emmanuel Ressadi aussi, a fait une sortie. Le RDPC est parti républicain. Le RDPC respecte les institutions de la République. Parce que nous tous, nous sommes unanimes que nous avons une République et qui est régie par les lois et règles, qui est la Constitution, qui est notre loi fondamentale. Si MRC veut marcher sur la Constitution, j'ai vu la réaction des autres oppositions qui ne partagent pas l'idéologie du RDPC, mais qui ne sont pas d'accord qu'on piétine la Constitution. C'est la loi fondamentale de notre pays. M. Bertrand avait dit, le professeur Maurice Kamto avait lui-même dit en 2004 que les décisions du Conseil constitutionnel de dogme. Et les décisions sont... Et oui, à l'époque, c'était la Cour suprême qui siégeait comme Conseil constitutionnel. Et ces décisions sont irréversibles. Nous sommes surpris en 2018 que les mêmes professeurs disent qu'on conteste les décisions du Conseil constitutionnel. Et aussi, notre pays a beaucoup avancé démocratiquement. Il y a 19 candidats aux élections présidentielles, c'est jamais vu. Dans beaucoup de pays d'Afrique, on en a autant de candidats. La politique, c'est une offre. Chaque candidat apporte son produit. Il y a la demande, il y a l'offre. Là où nous sommes, c'est le RDPC qui a gagné les élections présidentielles de 2018. C'est irréversible. Les contestations post-électorales ne sont pas à discuter, ça ne fait pas d'actualité. Ce qui nous mine maintenant l'insécurité dans les deux régions du pays. Et avec même la stabilité qui y revient. Voyez-vous, la semaine passée, fin de cette semaine, le gouvernement de la région de l'Ouest était sur le terrain. Et ce qui donne des rassurances que nous sommes en train de sortir à cette crise, que la population maintenant est avec l'armée. Et ils sont maintenant, nous avons créé, et ils ont créé les comités de vigilance. D'où la réussite de la lutte de Boko Haram. La population était complice avec l'armée à travers les comités de vigilance pour combattre l'ennemi. Ils ont dispatché des motos et des matériels pour aider ces populations qui vont se former en comité de vigilance, accompagner l'armée pour traquer ces individus qui empêchent que les enfants rentrent à l'école. La dame Ayafo, la mémoire de cette dame, brave dame administrative pénitentiaire, nous touche. Laissons nos égos politiques et nos idéologies. Si un Camerounais meurt de ces conditions, soyons unanimes que c'est condamné. Mais si les gens sont contents avec la complicité de l'Union européenne aux États-Unis d'Amérique pour rendre ce pays ingouvernable, c'est les mots que les camarades de Maurice Kamto utilisent. C'est Albert Zonga qui l'a dit. Nous devons rendre ce pays ingouvernable. Et les Camerounais ne peuvent pas accepter que ce pays soit ingouvernable. Même un vendeur qui vend de manière informelle, qui expose ses biscuits avec un parapluie, protège son business. Et ils ne veulent pas que les gens viennent l'empêcher de vendre et casser. Combien de fois des investisseurs
qui ont investi dans ces pays à hauteur de milliards. Des bailleurs de fonds qui ont envie de venir investir au Cameroun acceptent qu'on détruit, qu'on pille leurs biens. Personne parmi nous, même un naïf, si on interroge au quartier, tu veux qu'on casse pour que telle personne arrive à tel endroit, il ne va pas. On va évacuer quelques réactions de téléspectateurs et seulement vous allez réagir pour qu'on aborde la dernière thématique ce dimanche. René Emmanuel Sadi, le ministre, a fait une sortie prématurée quand il s'agit du professeur Maurice Kamto. On attend toujours sa sortie pour les émeutes de San Melima. Nous vivons une loi de 2 poids 2 mesures. C'est Wilfried de Newbel qui nous a écrit ce message. Le plus pour le moment, on n'a aucune assise politique. Le monsieur Dupuis doit savoir qu'ils ne sont pas les seuls à déposer une proposition de code électoral à l'Assemblée nationale, donc c'est pas un exploit de la part du Dupuis. C'est Faux pas de Douala qui nous a écrit ce message. Bonjour, je pense que tout ce désordre, c'est parce que les partis de l'opposition sont irresponsables. C'est Ingrid de DA qui nous a écrit ce message. Bonjour à tous. Que le MRC ne nous conduise pas vers le cas libyen qui a dit à cette bande d'avocats que le Cameroun était en procès, qu'on gagne sans vote. C'est Serge Dambon qui nous a écrit ce message. Lorsque vous invitez les personnes qui pensent avoir la connaissance alors que nous avons eu des marches, la police a tiré sur des personnes et les juristes comme celui qui est sur la table n'a pas parlé, donc je ne comprends pas les juristes. Ce n'était peut-être pas l'objet du débat, c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé ce dimanche. Moi, ces hachés de Yaoundé au Cameroun, il faut juste réorganiser le secteur administratif et séparer l'administration et la politique, évitant que tous les secteurs continuent à être politisés, l'armée, la justice, l'éducation, le sport, même la religion. Faisons très attention de ne pas tout mélanger. Merci à vous sur le plateau. Bon dimanche. Autre réaction. Bonjour, le MRC est malhonnête. Pourquoi accepter d'aller aux élections connaissant les membres du Conseil constitutionnel? C'est pas sérieux de revenir parler après le match. Si j'ai accepté de jouer sachant que l'arbitre est l'oncle de l'adversaire, c'est monsieur Danfac depuis et toi Mébé de Yaoundé. Alors, je suis Thierry à Yaoundé. Comprenez que le Maurice Kamto et le MRC sont prêts au désordre par tous les moyens, puisqu'ils en tirent profit. On va vous faire réagir Salman Béas pour sortir de cette thématique. Le MRC est-il un parti républicain? J'ai écouté des choses sur ce plateau. La première chose que je voudrais noter, c'est qu'en fait, M. Gauthier et M. Tatinda ont pris à eux deux 21 minutes d'expression. Oui. À la question de savoir si le MRC c'est un parti républicain ou pas, je voudrais attirer votre attention dessus. Le slogan du MRC, c'est le changement dans la paix. Actuellement, le MRC est le seul parti politique au Cameroun qui a une hymne. Et une hymne qui retrace toutes les frontières du Cameroun. Vous la connaissez bien, parce que vous l'avez tous eu. Le MRC est le seul parti au Cameroun qui regorge à son sein des personnes dont la réputation et la personnalité sont aux antipodes de toute contestation. Au vu des fonctions qu'ils occupent, au vu de leur rang social et au vu de la qualité des idées qu'ils développent. Je pense qu'ayant épuisé cette réponse de façon totale, pour vous expliquer la façon avec laquelle le MRC se prolonge dans l'idée du parti républicain, je voudrais souligner effectivement que sur ce plateau, j'ai entendu des choses. Certains ont dit ingérence. Et ce sont les mêmes qui disent il faut qu'on vienne aider. Ils taxent ceux-là qu'ils appellent d'ingérents d'armée du Cameroun au moment où le Cameroun a des problèmes.
J'ai appris sur ce plateau que quelqu'un m'a dit, effectivement... Mais est-ce que ce n'est pas de l'ingérence? On va pas refaire la première thématique. On parle des États-Unis, je prends un cas spécifique. L'Amérique est considérée comme la première puissance mondiale. C'est quand même le pays le plus endetté du monde. Est-ce qu'au nom de cet endettement, il y a un État qui s'est déjà prononcé sur la politique intérieure? Je suis en train de vous expliquer quelque chose. Et vous le savez, vous êtes un grand journaliste. Aucun pays du monde ne prend, du moins ne se reconnaît en Afrique. Le siège de l'Organisation des Nations Unies n'est pas en Afrique. Et tous les États, pour qu'ils puissent avoir une personnalité juridique, il faut que les Nations Unies acceptent qu'ils peuvent être constitués comme État. Et ce n'est pas en Afrique que ça se passe. Et au sein des Nations Unies, il y a ceux-là qui sont reconnus comme étant des pairs, qui décident de qui est État, qui ne l'est pas. En fonction des critères objectifs, juridiques, qui reconnaissent qu'un État peut être régulièrement constitué. Et c'est pour ça que le Cameroun a été reconnu État, effectivement, par l'action de la France, par l'action des États-Unis, par l'action de l'Angleterre, et ces pays-là que vous appelez aujourd'hui puissance ingérante. C'est ceux-là qui décident que le Cameroun est un État et attribue la personnalité juridique au Cameroun. Je vais donc vous dire, après avoir dit tout ça, qu'effectivement, ça me surprend sur un plateau, que des gens s'insurgent contre un parti politique. C'est quand même aberrant. Pourquoi? Parce que chez nous, au MRC, nous avons le souci de la légalité, nous avons le souci de la transparence, nous avons le souci de l'état de droit. Et c'est ces piliers-là qui meublent notre fonctionnement en société. C'est vrai qu'effectivement, il faut être conscient de savoir que ça fait beaucoup d'années au Cameroun que l'état de droit est sorti de son cadre légal. Et les populations camerounaises qui n'étaient qu'habituées au mensonge, à la délation, à la tricherie, au vol aggravé, et ce vol soutenu par les personnalités du pays qui se retrouvent pour la plupart des cas taxés de détourneurs de fonds publics, taxés de voleurs de la République et toutes les déviances qui peuvent en découler. Alors, je comprends bien que le peuple camerounais a été détourné de ce qui avait de très prépondérant dans sa conscience, la recherche de l'état de droit. Et chez nous, au MRC, c'est notre combat. Nous allons ramener l'état de droit au Cameroun parce que le Cameroun est tout sauf un état de droit. Je vais vous définir, je vais vous démontrer pourquoi le Cameroun n'est pas un état de droit. Je vais vous le démontrer de façon claire et limpide. Vous voyez, dans le cadre des arrestations arbitraires et illégales des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun et de leurs alliés, certains ont été arrêtés chez eux avec les mandats de perquisition qui se sont transformés en mandat d'arrêt et après un mandat de carcération. Nous avons démontré à Mondovision que nous avons une justice libre, transparente et juste, équitable. Mais ce qui nous surprend plus tard, c'est qu'en fait, des hauts magistrats étant embourbés dans des procédures judiciaires et juridiques en un point fini, dont eux seuls ne maîtrisent ni les tenants ni les aboutissants, ont été déboutés de leur action au profit de la magnanimité. C'est ce que nous décrions tous les jours qu'effectivement, il faut que dans un pays qui se dit un pays de droit, qui se dit état de droit, il faut qu'il y ait une réelle séparation de pouvoir. Un homme ne peut pas être accusé des infractions aussi criades et être relâché sans qu'on ne rende compte à la nation. Hostilité, s'il vous plaît, hostilité à la patrie, rébellion en bande, insurrection, tentative de déstabilisation du Cameroun, ayant créé tous les meurtres dans le Cameroun avec ceux des régions du nord-ouest et du sud-ouest, ayant participé à la fermeture de toutes les entreprises, ayant fait en sorte que le Cameroun n'organise pas la CAN 2019, ayant fermé la Camship, l'ONCPB, le mauvais état de route, tout ça était à l'actif du MRC et du président élu Maurice Kamto. Alors, moi, je m'étonne en tant que militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Est-ce qu'on peut pardonner un homme et le relâcher aussi facilement alors qu'il est la cause des malheurs du Cameroun? La seule réponse à cette question qui est inévitable, qui est objective et qui est transparente, c'est qu'en fait, c'était une chasse en sorcellerie et que Maurice Kamto n'était auteur de rien. Ceci dit, je pourrais donc comprendre. Rapidement parce qu'on va. J'ai commencé, Yves Sanjo, de dire que les deux ont fait 22 1 minute.
d'expression. Je n'ai pas encore fait droit. Je suis en train de vous dire que je peux donc comprendre, s'il vous plaît, je peux donc comprendre la logique d'Oumarou Adamou, qui est militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je peux donc comprendre la logique de M. Tatinda, qui est un allié du mouvement pour démocratie du peuple camerounais. Je suis en train de vous expliquer parce que son président Bandankani, qui est celui-là qui a dit qu'on peut tuer tous les anglophones, même les éliminer avec leur famille. S'il vous plaît, je pèse mes mots. Non, je n'ai pas besoin que vous aujourd'hui, un allié du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Seulement, le principe autour de mon plateau, je respecte la contradiction, mais lorsque vous avancez des propos, il faudrait que la personne soit là pour répondre. Je ne veux il y a son représentant sur le plateau, qui est M. Il faut qu'il soit là pour en parler. Il faut qu'il soit là pour en parler. Je suis en train de vous dire, c'est pas vous que je m'adresse. Lorsque vous adressez à un individu qui n'est pas sur mon plateau, ça me pose un problème. J'ai parlé du NMP et je vais chuter. Je peux donc comprendre la logique du PURS, qui va dans la même logique des partis alliés au pouvoir, à être ceux-là, n'est-ce pas, qui entretiennent cet état de fait d'imposture du Cameroun. Et je vais finir donc par vous dire, pour chuter totalement, que le MRC ne lâchera jamais prise face à un système orchestré par des individus et qui ne visent qu'à développer leurs propres intérêts au détriment de l'intérêt général. Notre devoir, c'est de combattre l'imposture et nous allons le combattre jusqu'au bout. Très bien, c'est clair, suffisamment clair, donc vous allez continuer les marches. Mon cher Serge... Réaction par rapport à ce Oui, réaction en un mot pour qu'on prenne rapidement... Alors, réaction rapide, vous constatez que juste la confiscation de la parole déjà, en elle-même, est la caractéristique de ce que nos amis de l'opposition sont. De deux, je ne peux pas revendiquer l'état de droit, être injustement arrêté et accepter de sortir injustement de prison. Je reste en prison pour revendiquer cet état de droit et celui du droit des autres qui sont restés en prison. Quand j'ai fini de le dire, je réponds rapidement à M. Fopandi qui me dit le PURS n'a aucune assise politique. Quel indicateur réel avez-vous dans votre affirmation? Et si nous n'avons même pas d'indicateur d'assise politique, je vous réponds qu'Einstein n'était pas premier à l'école. Mais il a créé, il était intelligent. Zuckerberg, aujourd'hui nous utilisons Facebook, n'était pas premier. Nous considérons que le fait d'être premier ne signifie pas être intelligent. D'ailleurs, on voit où sont les premiers et ce qu'ils font du Cameroun. Ah, effectivement. Le fait d'être premier ne signifie pas qu'on est intelligent. Ça veut dire qu'il peut avoir des médiocres. Seulement tout à l'heure, vous avez parlé religieusement. Je voulais donc dire que pour démontrer que nous avons effectivement une assise. Nous étions hier à Ezeka, nous étions dans le Nkam, nous étions dans le Mbami, nous étions à Samelima, le seul parti politique dont le leader. Votre score à l'élection présidentielle, c'était encore combien? On va prendre le premier secrétaire. On va prendre avec Serge Espoir Matomba était à Samelima. Vous avez le meilleur score à la présidentielle, mais vous n'êtes pas étourdi. C'est ça qui est étonnant. Très bien. Je voudrais rapidement que nous prenions en un mot, ce sera en un mot, on parlera de politique internationale et on parlera du cas effectivement d'un candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. On va le dire en un mot, tout simplement Bertrand, sur le cas Soro, vraiment en un mot, parce que la réalisation nous annonce que cette émission est terminée. On va donc en un mot peut-être prendre une réaction en une minute, avec la complicité de la rédaction en une minute sur le cas Soro. Il est candidat à l'élection en Côte d'Ivoire en 2020. Le président Soro est candidat à l'élection présidentielle. Ce sera en un mot. La démarche du président Soro, c'est quelqu'un qui essaie de se victimiser. C'est-à-dire que Soro essaye, il n'a pas véritablement une assise politique, il essaye de se victimiser pour essayer... Amadou, un mot sur la candidature de Soro. Quand il a voulu démissionner, il a laissé la chaise de pousser sur le fauteuil. C'est la preuve de la démocratie. Ça ne nous surprend pas. Salmon. Mais avec la sortie de Babo, là, ça c'est pas facile. Salmon. La seule chose que je sais de Soro, c'était un chef rebelle qui a fait des alliances avec le PDCI-RDR, qui a conduit Alassane Ouattara au pouvoir. Et aujourd'hui, qui se solidarise de cette alliance-là pour se porter candidat à une élection. On ne peut donc pas oublier qu'il avait été rebelle. Serge Gauthier. Je ne peux pas dénoncer l'ingérence sur ce plateau et me mêler des affaires de la Côte d'Ivoire. Tout citoyen du monde a le droit
de postuler à n'importe quel poste tant qu'il est, dans le droit. Et je voulais dire que c'est pour cette raison que nous avons été candidats à la présidentielle pour remplacer M. Merci d'être venu. Nous ne sommes pas son allié. Ce dimanche. Merci d'être venu ce dimanche. Merci également pour la pluralité des échanges de ce dimanche et la pertinence des arguments des uns et des autres. Merci mon cher Salman Béas. Je vous remercie pour la renaissance du Cameroun d'être venu. Je remercie également Serge Gauthier Onanina qui était là pour le compte du PURS, le Parti du Peuple pour la Rénovation Sociale, le Peuple Uni pour la Rénovation Sociale de Serge Espoir Matomba, à qui on adresse d'ailleurs un bonjour ce dimanche. Je remercie également Amadou Marou qui était là pour le compte du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Infiniment merci à Bertrand Tatinza qui était là pour le compte du nouveau mouvement populaire. Merci de nous avoir suivis ce dimanche. Merci pour vos multiples réactions. On n'a pas pu aller jusqu'au bout de vos SMS et autres WhatsApp. On en est à 150 au total. Merci infiniment pour votre fidélité à ce programme tous les dimanches. À dimanche prochain. S'il plaît à Dieu. Au revoir.